Bonjour à toutes et à tous, rebonjour pour ceux qui nous ont déjà suivi la conférence précédente. Vous êtes donc sur le festival B2B co-organisé par Aressi et Pledzi. Je suis Fanny Bourdon-Bar, votre madame loyale, maîtresse de cérémonie comme vous voulez pour cette demi-journée. Et nous allons démarrer tout de suite notre deuxième conférence sur l'ABM. Pour qui, pourquoi et surtout comment. Alors, avant de nous lancer, je vois que les participants nous rejoignent au fur et à mesure. Je vous invite à poser vos questions directement dans la partie questions et réponses. Donc, c'est le petit onglet Q&R que vous avez généralement en bas à droite. Et puis, vous pouvez échanger dans le chat directement, converser. Donc, les questions plutôt en Q&R et puis converser entre vous sur le chat. N'hésitez pas à nous envoyer un petit message. Vérifiez bien que vous avez la case conférencier participant cochée avant de nous envoyer un petit message. Je veux bien que voilà, vous nous disiez si vous nous entendez bien, si vous nous voyez bien, si vous avez la grosse patate ce matin ou pas. Nous, on l'a. Donc, un petit message dans le chat. Je vois pas beaucoup de patates là. Je vois du bonjour à tous de Benoît, mais pas beaucoup de réactions. Donc, pour nous assurer que vous nous entendez bien en fait. Euh, qu'on puisse vous voir. Ça y est, ça commence à arriver. Du coup, qui avons-nous aujourd'hui pour nous parler d'ABM? Eh bien, nous avons tout d'abord Stéphanie Guillard, qui est directrice de clientèle chez Aressi. Donc, Aressi est un des co-organisateurs de cet événement. C'est une agence de communication B2B qui a une approche plutôt brand to business. L'objectif, c'est de renforcer l'attractivité des marques, optimiser l'expérience digitale et puis accélérer la croissance de leurs clients. Autour de la table, nous avons également la présence de Mélanie Gentil, qui est aide du Mediadesk, c'est-à-dire l'agence spécialisée en B2B composée de consultants seniors en stratégie média et traders qui sont experts en paid social et puis en publicité programmatique. Et enfin, pour terminer, nous avons Benoît Marcelin, qui est directeur général adjoint de Nomination. Donc, Nomination, c'est une plateforme de prospection également B2B, mais ça, c'est, voilà, on est sur le festival B2B, donc c'est logique, qui est basée sur de la smart data. Donc, en fait, Nomination vous permet de mettre en place vos campagnes ABM en ciblant un compte précis, de rebondir sur les actus, faire une liste de sociétés à prospecter et mettre en place des campagnes emailing ciblées. Donc, nous sommes sur la partie présentation. Donc, moi, pour information, je suis consultante. J'aide des entreprises qui ont un décalage entre le marketing qu'elles ont et celui qu'elles voudraient ou qu'elles devraient avoir. Et je les aide à voilà, franchir le gap et apprendre à faire du marketing vertueux et avec du sens. Et donc, nous allons démarrer tout de suite. Donc, notre titre de conférence dit tout, hein, l'ABM, pour qui, pourquoi et surtout comment. Alors, je ne vais pas vous faire l'offense de tout vous réexpliquer de l'ABM, mais grosso modo, l'account-based marketing, c'est une stratégie qui est utilisée par les entreprises B2B qui permet en fait de cibler des comptes plus stratégiques. Plutôt que de jeter un gros filet où on arrose tout le monde de publicité, d'emails et puis on espère que quelqu'un va être convaincu et va revenir vers nous, on cible, on travaille beaucoup les messages et donc on attaque soit des prospects au potentiel, soit on fidélise des clients. Voilà, pour rappeler juste en 3 secondes de quoi nous allons parler. Mais Stéphanie en parle bien mieux que moi, et notamment des challenges qu'on a autour de l'ABM. Je vais donc lui laisser la parole. Oui, bonjour Fanny, merci. Je vais essayer d'en parler mieux que toi. Alors effectivement, on va reprendre peut-être l'ABM très succinctement. Comme tu le disais, un ABM, c'est le prolongement de l'inbound marketing. C'est une approche qui est à valeur et non à volume et qui se focalise sur les comptes qui comptent. Les comptes clés qu'on doit aller chercher pour nos clients. Et c'est un vecteur également stratégique d'alignement entre les forces commerciales et le marketing chez nos clients. Donc, plus concrètement, l'ABM s'appuie sur 2 piliers majeurs. Nous, c'est ce qu'on constate chez RIC. C'est comme ça aussi qu'on travaille l'ABM. Le premier étant la structuration d'une stratégie. Alors, cette structuration dans le temps de la stratégie, nous, elle s'appuie sur 6 piliers, sur 6 grandes étapes clés qui sont l'alignement des objectifs marketing et sales. Le deuxième pilier, la deuxième clé, c'est d'identifier la cible et la data, puisque l'on sait que la data, c'est vraiment le cœur du réacteur dans ce type de stratégie.
La troisième clé, c'est de préparer les contenus personnalisés, hein, puisque effectivement, il faut être vraiment intéressant avant d'intéresser. Hein, c'est la force aussi chez RSI, mais c'est vraiment ces contenus-là qui vont nous permettre d'aller chercher la cible et d'intéresser la cible, d'activer évidemment les bons canaux en quatrième clé, et puis de mesurer la stratégie tout au long de sa mise en place, avec notamment un scoring. Donc, on score chacun des contacts. Et au bout d'un moment, on se dit, ben, OK, on engage, on transforme avec les forces commerciales qui ont été désignées en amont lors de la stratégie. Donc ça, c'est le premier pilier. Donc, on structure cette stratégie autour de ces 6 clés-là. Et puis, on a un deuxième pilier chez RSI qui est de fait d'impliquer les bonnes ressources et d'allier les bonnes compétences. Donc là, c'est notre cœur de métier, hein, qui est d'aller chercher la meilleure data auprès de nos partenaires tels que Nomination avec Benoît. C'est également de s'appuyer sur des journalistes experts marché, experts métiers, et puis également de s'entourer d'équipes créatives, hein, pour créer une identité dans ces stratégies ABM, puisqu'on va maintenir cette identité tout au long du dispositif. Pour créer des contenus personnalisés. Et puis enfin, on a les équipes de Mélanie, hein, sur lesquelles on s'appuie aussi, on se repose, avec lesquelles on travaille de manière renforcée pour atteindre les objectifs qu'on s'est fixés au début de la stratégie avec nos clients. Alors moi, je suis un petit peu curieuse. Je vois qu'on a une soixantaine de participants. Je vais vous poser une question, donc attention à vos claviers. Vous allez avoir 3 réponses. Je suis curieuse de savoir, en fait, au niveau des gens qui sont avec nous, soit est-ce que vous avez déjà fait de l'ABM ou vous en faites actuellement, et dans ce cas, je vous invite à taper A dans votre chat. Est-ce que vous avez l'intention d'en faire, et je vous invite à taper B, ou est-ce que vous êtes complètement paralysé en PLS, que vous avez super peur, et je vous invite à me taper un petit C, voilà, pour pouvoir voir à peu près où on en est, si on est sur des gens qui... nous avons la réponse D, évidemment, il nous fallait une réponse D. Merci. Une majorité de D, hein, Fanny? On voit qu'on a une bonne majorité. Il n'y a pas beaucoup de C, donc il n'y a pas beaucoup de peur, ce qui est plutôt une très bonne nouvelle. Hop, tchac. Je vois Patrick qui dit question bête, c'est quoi ABM? On est sur l'ABM, donc c'est pour Account Based Marketing. C'est ce qu'on disait, c'est le fait de faire en fait des contenus de publicité, d'avoir une approche extrêmement ciblée, donc sur des comptes ou des prospects qu'on estime être à très haute valeur ajoutée. Bon, je vois qu'on a très peu de C. Pour les C, on va vous rassurer. Vous inquiétez pas, vous allez sortir de là, vous allez me dire ok, go, j'y vais. Pour ceux qui sont en B, vous allez passer à l'action. Et puis ceux qui sont en A, si vous avez des tips, des bonnes pratiques que vous voulez réagir en direct dans le chat, surtout ne vous gênez pas. On parlait sur la conférence d'avant de l'importance de la collaboration. Ça marche aussi comme ça. On ne vous voit pas, mais pourtant on peut pour autant vous lire. Alors, moi maintenant j'ai une question plutôt pour Benoît, mais évidemment, n'hésitez pas, Mélanie, Stéphanie, si vous voulez choper la balle au vent et rebondir. C'est quoi les chantiers clés pour nos B? Voilà, tous nos B qui veulent se lancer, c'est quoi les chantiers clés pour se lancer? Alors, pour moi, le premier chantier, clairement, c'est la data. Alors, évidemment, je dis ça parce que je bosse dans une boîte de data, mais pas que, en fait, hein. Il y a vraiment un point hyper important à avoir en tête, c'est, je crois que l'expression consacrée, c'est flip the funnel, hein. C'est en inbound, vous êtes comme ça, c'est-à-dire que vous attirez et ensuite, par des phénomènes de nurturing, de scoring, vous allez ressortir parmi tous les leads que vous avez récupérés, les quelques leads les plus intéressants pour vous. En RBM, la logique est vraiment complètement inversée. C'est-à-dire que vous avez identifié des entreprises et vous allez générer des opportunités de conversation pour les sales directement sur ces boîtes-là. Résultat, le point clé, c'est de se dire, est-ce que vous êtes prêt à investir 2 fois plus, 3 fois plus, 5 fois plus, 10 fois plus pour avoir ces leads-là? Et si la réponse est oui, alors ceux qui sont en B, vous êtes prêts à faire du A. C'est-à-dire vous êtes prêts à vous lancer dans l'account-based marketing, tout simplement parce que vous touchez du doigt le fait que certains comptes ont beaucoup plus de potentiel que d'autres. Alors, ce n'est pas vrai dans tous les business, mais dans plein de business, on est capable sur certains comptes de faire 10 fois plus de chiffre d'affaires que ce qu'on fait avec un petit client. Si c'est le cas, votre premier chantier, c'est clairement identifier ces comptes clés et ensuite d'aller qualifier cette data pour pouvoir l'activer. Alors, vraiment, hein, il faut voir ça comme un vrai chantier. Nous, on voit souvent 2 attitudes qui sont
entre guillemets, un peu facile, mais qui ne marche pas du tout. La première attitude, hein, c'est de dire, tiens, moi, j'ai envie d'aller choper des beaux logos, donc je veux le 440. Alors, évidemment, ça ne marche pas. Pour info, le 440, ce n'est pas 40 entreprises, c'est 2200 entités business quand on compte les filiales, les machins. Un exemple, hein, prenez le compte Bouygues. Au sein du groupe Bouygues, vous avez auféminin.com et Colas Construction. Les probabilités que votre offre réponde de la même manière, avec le même discours aux équipes marketing d'auféminin.com et au directeur de la production de Colas Construction, moi, je ne suis pas très sûr. Bref, on ne peut pas se contenter d'aller dire « je veux une liste de logos ». Deuxième écueil, alors là, c'est vraiment souvent les marketeurs qui font ça, ils disent « les sales ont qu'à nous donner la liste des comptes clés, hein, il n'y a pas de problème, ils doivent la connaître ». Et en fait, on se rend compte que ce n'est pas le cas, il faut vraiment adresser ça sous forme de projet. C'est ma conviction, et chez nos clients, chez qui ça fonctionne, on voit que c'est plutôt cette logique-là, c'est au marketing de faire son job, ce job d'étude de marché, d'aller identifier les entreprises à plus fort potentiel. Alors, comment on fait? Il y a des méthodes très simples, notamment de segmentation. On va aller regarder les lookalikes, c'est-à-dire que vous prenez vos top 10 clients et vous allez chercher ceux qui ressemblent le plus à ces top 10 clients. Et vous savez quoi? Une fois que vous avez cette liste-là et que vous la soumettez aux sales, à part quelques corrections, ils vont vous dire « effectivement, j'ai envie de rentrer en discussion, j'ai envie de contacter le DAF, le CXO de cette boutique-là ». Donc vraiment, ça, c'est un premier élément hyper important, une approche construite en itération, avec une vraie articulation sales et marketing, mais surtout un input très fort du marketing, parce que c'est aux marketeurs, à nous, d'avoir les insights marché, d'avoir cette étude de marché pour permettre de travailler. Et puis, n'oubliez pas, une fois que vous avez évidemment les entreprises, il vous faut les bons contacts. Et là, il faut se poser les bonnes questions. À qui je parle et à qui je voudrais parler? Est-ce que quand je veux engager un top compte, est-ce que je parle aux opérationnels ou est-ce que je dois me forcer à remonter mon niveau de discours et à engager des vrais décideurs, des CXO, gens du CODIR? Ce n'est pas forcément facile, ce n'est pas forcément les habitudes des sales, ce n'est pas forcément le plus simple d'un point de vue marketing d'aller solliciter, générer de l'intérêt sur les jobs à plus haut niveau. Mais clairement, c'est un enjeu majeur parce que si vous n'allez pas adresser les top décideurs, vous allez être noyé, entre guillemets, dans un circuit de décision un peu compliqué. Donc, pour moi, vraiment, premier enjeu, premier chantier clé pour se lancer dans l'ABM, c'est identifier une liste de comptes et sur cette liste de comptes, bien être au clair sur à qui je veux parler. D'ailleurs, on a une question de Margot qui demande si l'ABM s'adapte à toutes les typologies d'entreprises et de marchés. Alors, pour moi, oui, il y a une seule condition, c'est, je vous dis, est-ce que vous avez la capacité sur certains comptes de faire x5, x10 sur votre panier moyen? Si la réponse est non, si vous êtes en mode flat complet, il y a des business où c'est le cas. Il y a des business où, quelle que soit la taille de la boîte, vous ne pouvez pas augmenter votre panier moyen. Dans ces cas-là, l'ABM, ce n'est pas fait pour vous. Par contre, si vous êtes, notamment dans tout ce qui est plateforme SaaS, éditeur de logiciels, boîte de services, vous avez forcément des entreprises sur lesquelles vous allez pouvoir faire beaucoup plus de chiffre d'affaires que les autres. Si c'est votre cas, ça veut dire que vous pouvez vous permettre d'augmenter votre coût d'acquisition sur ces super leads-là et donc d'activer une stratégie, une tactique ABM. Ok, donc du coup, si on reprend, j'ai mes cibles, j'ai bien fait le boulot, je suis au top en marketing, j'ai bien fait le boulot avec les sales, j'ai identifié à qui je voulais parler, j'ai bien différencié Colas de auféminin.com et je ne me plante pas là-dessus. Et du coup, c'est quoi la bonne technique pour, en termes de diffusion, sur quel bouton j'appuie une fois que j'ai mes cibles pour que mes cibles me voient? Et j'ai l'impression que c'est plutôt une question pour Mélanie, ça. Oui, pour le Media Desk, exactement. Alors moi, je voulais partager avec vous 3 tactiques médias qu'on a l'habitude d'utiliser au Media Desk dans le cadre de campagnes médias ABM. La première, c'est l'IP-targeting. L'objectif de l'IP-targeting, c'est de toucher la bonne entreprise dans le bon contexte éditorial. Grâce aux adresses IP aujourd'hui, on peut cibler des entreprises. Le mode de fonctionnement, il est assez simple. Le client nous fournit une liste de sociétés et grâce à la techno et à des partenaires qu'on a comme GetQuanti, on récupère les adresses IP. Ensuite, nous, côté Mediadesk, on les entre dans nos outils de diffusion, Google Ads, Google Display, etc., pour ensuite diffuser ces publicités dans des sites qu'on va sélectionner. On est sur du secteur auto, on va aller chercher des sites auto, tech, on va aller sur des sites tech, B2B, business, plutôt les sites éco, etc., etc.
et on va diffuser ces publicités uniquement aux adresses IP concernées. Donc, c'est vraiment le mariage parfait entre l'IP et le média et ça nous permet vraiment de faire du média 100% utile. Alors, quelques rétractaires pourraient nous dire, et le télétravail dans tout ça, aujourd'hui, toutes les grosses entreprises sont équipées de VPN, ce qui nous permet d'avoir quand même les adresses IP. Donc, ce n'est pas un problème quand on s'adresse notamment aux grosses entreprises. Ça, c'est la première tactique. Une autre tactique qu'on utilise, c'est bien entendu l'écosystème LinkedIn, où on est capable aujourd'hui de mettre en place des tradings spécial ABM. Alors, il y a différentes manières de targeter en fonction de l'objectif du client. Je vous cite 2 exemples qu'on peut avoir qui reviennent régulièrement. On veut gagner un appel d'offres dans le cadre d'un appel d'offres. Et on va les targeter uniquement une entreprise où on va les diffuser notre publicité LinkedIn à toute l'entreprise sélectionnée. On veut s'adresser, deuxième ciblage, uniquement à des décisionnaires en particulier, donc des DAF, des DRH, etc. Là, on va aller targeter les codes NAF et sur des cibles bien sélectionnées. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que bien entendu, plus le ciblage est fin, meilleures sont les performances, mais plus le budget est important aussi. Au niveau du MediaDesk, on a l'habitude de faire en 2 phases le parcours sur LinkedIn. D'abord, une phase de notoriété. On va lancer souvent une vidéo avec un testimonial du client, de l'annonceur, etc. Et en fait, on va faire une phase de retargeting derrière sur les viewers de la vidéo. Alors, on peut choisir de trouver les viewers à 25%, 50%, en tout cas, toutes les personnes qui ont montré un intérêt pour la publicité. Et on va leur proposer de télécharger un asset, ça peut être une démo, ça peut être un e-book pour récupérer des leads. Et ensuite, on lance des campagnes de nurturing, d'emailing, etc. pour aller qualifier au mieux les leads et les transmettre aux forces commerciales. On parle beaucoup du cookie-less en ce moment, même si ça a été décalé d'1 an par Google. Mais l'avantage de travailler sur l'écosystème LinkedIn, c'est qu'il n'y a pas de problème puisqu'on est logué, donc pas de problème de cookies. La 3e tactique, c'est Google Customer Match. Ça nous permet de toucher avec précision les clients et les prospects d'un annonceur. En fait, on va récupérer une liste de clients et on va les réengager, les toucher sur le réseau display Google. Au niveau du mode de fonctionnement, là encore, c'est assez simple. Les clients nous fournissent les coordonnées des clients, enfin des gens qui veulent targeter, email, prénom, nom, pays, etc. La seule contrainte, c'est qu'il nous faut à minima 1000 contacts. Ensuite, nous, au niveau du MediaDesk, on va créer l'audience, le fichier, etc. Et ensuite, on va toucher uniquement cette cible de clients et de prospects dès qu'ils vont se mettre sur le réseau Google. Donc, encore une fois, c'est comment vraiment toucher la bonne personne au bon moment et au bon endroit. Peut-être, Mélanie, on pourrait compléter parce qu'effectivement, tu as un angle hyper digital. Évidemment, toutes les tactiques sont top, mais je pense qu'il faut avoir en tête, et pour notre audience, c'est important, une bonne stratégie ABM est souvent une stratégie multicanale. Oui. Avec de l'activation évidemment digitale par de la publicité bien ciblée au bon endroit. Aussi de l'emailing. L'emailing marche très bien quand on est sur vraiment une approche extrêmement ciblée avec un message fort, un contenu pertinent. Le courrier aussi, qui, notamment sur des cibles à forte valeur, a du sens dans une campagne. Et puis, n'oublions pas non plus l'articulation avec les sales et notamment la partie engagement one-to-one, voire appel téléphonique, pour vraiment passer en mode conversation avec ses prospects. Donc, pour moi, c'est vraiment un point important, c'est de l'investissement évidemment sur la partie digitale, mais aussi une stratégie un peu multicanale, mais je pense que Mélanie, c'est évidemment ce que vous proposez à tous vos clients. Exactement, la totale. J'ai vu parler digital aujourd'hui ce matin, mais oui, tout à fait, tu as bien raison de compléter, Benoît. On a quelques questions. On nous demande si le tracking par IP est RGPD compliant. Oui, tout à fait. Oui, complètement. On a une remarque également qui nous dit que l'IP, ça marche en France, mais pas en Belgique, parce que les IP sont attribués aléatoirement lors de la connexion. Ils sont remis à 0 toutes les 24 heures. Donc, voilà, il faut être encore plus malin quand on est belge. Je pense d'IP sur la Belgique encore, mais on utilisera une autre technique, c'est pas grave. On adapte vraiment les stratégies selon les cibles, évidemment, et selon les objectifs commerciaux et marketing. Donc, quoi qu'il arrive, la stratégie est vraiment vue en fonction
voilà, Et des pays aussi, puisqu'on des est pays, international, mais ouais. les stratégies ne sont jamais les mêmes en fait. Il faut vraiment le savoir. Ce sont des stratégies personnalisées à chacun de nos clients. Voilà, en fonction déjà des objectifs. Les objectifs ne sont pas toujours les mêmes, hein. Parfois, on cherche du lead froid, du lead tiède, du lead chaud. Et en ABM, voilà, on cherche plutôt le contact notamment et vraiment d'aller chercher le contact. Donc, il y a un scoring qui se met en place aussi. Donc, comment on fait que toute cette mayonnaise prend du coup, voilà, c'est le côté multi-canaux qui va jouer. Et dans ce côté multicanal, c'est quels sont vraiment les bons leviers. Donc, ce sera effectivement, comme le disait Benoît, hein, tout le panel qu'on connaît déjà en marketing. Donc voilà, Et alors, stratégie. j'ai des questions qui font le boulot à ma place, parce que j'ai eu 4 questions en même temps. On me demande si l'ABM est est le prolongement de l'inbound marketing. Alors ça, je vous invite à aller voir la conf de fermeture qui pose cette question-là. On ne va pas commencer à répondre à ça avec l'excellent Stéphane Truffem en animation. Donc Frédéric, hop là, on va jusqu'à la conf de fermeture à 12h30 pour répondre à ça. Ensuite, on nous demande si… Alors, il y a plein de questions, en fait. On nous demande les formats publicitaires utilisés sur LinkedIn en retargeting et si l'ABM s'applique efficacement à des comptes de petite taille. Par exemple, cibler 3-4 décideurs dans un comité de direction. Ouais. Alors, les formats publicitaires sur LinkedIn, déjà, pour commencer en retargeting. Du carrousel en général en retargeting, ce qui permet voilà, d'avoir un format un peu plus interactif et d'avoir plus de contenu. Donc voilà pour le format. Et l'autre question, c'était comment est-ce que l'ABM s'applique à des comptes de petite taille? Par exemple, si on veut cibler 3 ou 4 décideurs dans un comité de direction. Ouais, non, oui, mais pas sur notre… Ouais, Benoît, tu veux peut-être compléter. Ouais, mais… en fait, objectivement, ce n'est pas la taille de la boîte qui compte, mais son potentiel business. Après, si vous avez besoin de travailler que 2 ou 3 personnes dans un compte, aller sur LinkedIn, quoi. Ouais. Exactement. L'idée, c'est peut-être pas d'activer le levier média ou pub digital. Après, si vous avez 3-4 personnes clés à contacter sur un compte, welcome tous les courriers, quoi. Des courriers, des mails très personnalisés, et vous pouvez faire quelque chose de vraiment sur mesure. Voire au contraire, si vous êtes sur une petite cible, vous allez pouvoir investir encore plus dans la personnalisation de vos contenus et de vos messages. Et alors, en parlant de cette personnalisation, on nous a posé la question justement de jusqu'où est-ce qu'on peut aller en termes de personnalisation, et ça rejoint un peu une autre question qui était comment est-ce qu'on reste avec en contact avec nos prospects pendant l'été, et tout ça me pousse à me dire, on n'a pas beaucoup parlé, alors il nous reste très peu de temps parce qu'il nous reste 3 minutes et il faudra faire une toute petite conclusion, mais si on parle du contenu dans tout ça, parce que du coup on a parlé de la data, on a parlé de comment, sur quels canaux communiquer, mais en fait qu'est-ce qu'on communique? À la limite, je veux bien faire le porte-parole de plein de choses qu'on a vues et notamment qu'on a travaillé avec des clients communs avec RSI. Peut-être 3 exemples de contenus avec des niveaux de personnalisation différents. En 2 minutes. En 2 minutes. Le plus facile, vous changez la couverture. Vous mettez un logo, le logo de votre client, vous mettez une image qui correspond à son secteur d'activité, à ses cibles. Bref, vous personnalisez juste la façade. Un coup de maquillage, c'est pas très compliqué. Vous réexploitez vos contenus. Alors, c'est moins efficace, mais c'est un premier niveau de personnalisation. Le deuxième niveau de personnalisation qui fonctionne bien, vous créez un template, et dans ce template, en fait, vous intégrez des métriques, des KPI spécifiques. J'ai en tête, par exemple, un client qui est dans les offres d'emploi et qui est capable de générer des stats en se disant sur l'entreprise SNCF, en moyenne, les annonces sont vues X fois, ce qui est plus ou moins que la moyenne des entreprises comparables. Donc, vous générez en fait un contenu sur un template commun, mais avec des KPI personnalisés pour votre client ou pour votre cible. Là, vous franchissez vraiment un degré de personnalisation et d'intimité avec votre cible qui est vraiment intéressant. Et puis, ce qui a le plus fort impact, c'est quand vous arrivez à co-construire un contenu avec votre cible. Alors, dit comme ça ressemble à rien, mais juste de manière très pragmatique, vous faites un podcast. Quand vous voulez adresser les top retailers français, vous faites un podcast où vous interrogez les directeurs e-commerce de ces retailers. Non seulement vous créez du contenu pour les concurrents, mais une fois que vous avez réussi à attraper le directeur e-commerce de Carrefour et à l'avoir pendant 1 heure pour un podcast, en fait, vous avez créé ce lien avec lui. En fait. Donc, la façade, du template avec des KPI personnalisés ou carrément la coproduction de contenu avec votre cible.
Voilà les 3 niveaux de personnalisation. Le podcast est un levier qui aujourd'hui intéresse de plus en plus. Donc, lancez-vous, ce n'est pas si compliqué que ça. Une bonne webcam HD, un peu de découpe et ça marche. Si besoin de médias derrière et de targeter des audiences particulières, on peut accompagner aussi. Merci beaucoup à tous les 3. Si je fais une rapide conclusion moi, de ce que j'ai retenu de cette table ronde et de cet échange extrêmement riche, c'est que donc l'ABM, alors déjà, moi, j'espère qu'on a plein de B qui sont passés en A et qu'on a nos C qui sont passés en B, voire même carrément en A, ce serait incroyable. En résumé, l'objectif, c'est de réussir à, et je cite, flip the tunnel. Et donc, en ABM, on a 6 grandes étapes. Et si on s'arrête et qu'on fait un petit focus, la première étape, c'est quand même de bien s'attarder sur la data, de penser à cibler, d'identifier les comptes clés. Et ce n'est pas forcément un boulot de sales, c'est un boulot des équipes marketing, de savoir à qui on parle, à qui est-ce qu'on aimerait parler. Cette data, on la retrouve également quand on décide où est-ce qu'on va targeter les cibles, qu'on parle d'IP targeting, de LinkedIn, de Google Customer Match, sont des plateformes, des écosystèmes qui fonctionnent également sur la data. C'est ça qui nous permet de vraiment cibler et de pousser les choses. Et puis, il faut être malin. Et ça me paraît très important. On a parlé dans la conf d'ouverture, cette notion d'être malin en marketing, de trouver les bons discours, les bons messages, de vraiment réfléchir, non pas à tout ce qu'on nous a appris, tout ce qu'on nous dit qu'il faut faire en marketing, mais à ce qui nous semble être du bon sens. Comment est-ce qu'on veut s'adresser à nos cibles? Comment est-ce qu'on veut leur parler en fait en one-to-one, parce qu'on est là-dedans dans l'ABM. Comment est-ce que derrière, on peut du coup lancer du nurturing, donc teasing? Comment est-ce que l'ABM peut aller de pair avec l'inbound? Et on gardera, sans mauvais jeu de mots, cette phrase qui est de dire qu'en ABM, c'est pas la taille qui compte, mais c'est le potentiel business. Et je trouve que ça va très, très bien avec cette idée d'être malin, de penser les choses en 360, en multicanal, dans sa globalité, et donc de vraiment remettre notre cible au cœur de la discussion, au cœur des enjeux, sans le bombarder et avec beaucoup de sens. Et ça, c'est le marketing que moi, j'aime et que je sais que nos intervenants aiment également. Merci beaucoup à tous les 3 pour votre présence, pour vos éclairages. Et puis, je vous invite, pour ceux qui nous suivent toute la journée, à nous rejoindre sur la conférence suivante où on va se poser la question, justement, on parlait d'inbound, de si c'est notre fameux pare-choc anti-crise quand les prospects ne sont plus joignables. À tout de suite. Au revoir, à bientôt. Au revoir.